Oui. Et sur YouTube. Que j'ai réellement écrit YouTube. Parce que c'est Ah, drôle. mais on se refait pas. Oh non, on se refait pas. Et on la refait pas. Voilà, tac. Bonsoir tout le monde. Pour le début, spécial dédicace aux amis de Binous USA. Je sais pas si on entend bien. Ah si, on entend. Attention, en ASMR. Est-ce que ça marche? Je sais pas. Ah, c'est remarquable. Moi, si. j'ai tout entendu dans mon super casque. Ouais, Voilà. nous sommes admiratifs. Et La bave aux lèvres. il y a la mousse qu'il faut, donc c'est parfait. 2 doigts de mousse, c'est parfait. Comme dirait l'autre, hein, comme dirait Clara Morgan, 2 doigts de mousse, c'est ce qu'il faut. Ça commence bien. Bon, hein, on va lancer le générique puis on parle ensemble. Hein? Voilà. Oui, c'est bien. Et santé. Mais pas des pieds. Ça mousse et ça éclabousse. Allez, c'est parti pour l'épisode 3 de la saison 4. Saison 4 qui démarre sur les chapeaux de roue, comme dirait Ron Weasley. Avec ce soir Elodie Bonsoir. et Florian. Il est pas là. Je suis là. Bonsoir. Il m'a fait un blanc, j'ai eu peur. Enfin, j'ai pas eu peur du blanc, parce que j'ai pas peur du blanc, moi. Vas-y, raciste en plus. C'est raciste en plus d'avoir peur des blancs. C'est roussiste aussi à cause de Ron Weasley. Bon. Oui, t'as peur des fantômes aussi. Et en plus. Et j'ai peur du lait. Non. Et du papier. Blanche. Et de la mayonnaise. Bon, bref. Ça fait beaucoup de peur pour rien du tout. Oui, on s'égare du Nord. Alors. Oh là là. Ouais. Donc ce soir, on va vous parler séries. No shit. Avec, donc, comme on fait maintenant depuis le début de la saison 4, de l'actu, une thématique, nos recommandations et un quiz pour terminer. Et la thématique de ce soir, c'est Bored to Death, une série HBO que tu nous as imposé grâce à ta victoire du premier podcast. Et oui. Voilà, donc je pense que ça tombe assez bien parce que on est entre gens de bon goût, de gens qui ont aimé la série. Parle pour toi, hein, mais Jean bon goût, c'est très vite dit. Hein. Jambon tout court. Jambon avec la couenne ou sans la couenne. Non, décoiné, dégraissé. Dégraissé. Ah. Toujours du fat shaming. Toujours du fat shaming. Même jusqu'au jambon. Bon. Oh là là. J'espère que vous allez... Il y a des gens très bien qui se sont faire une liposuction. Voilà. Liposuction de jambon? Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'arrive? Moi non plus. Qu'est-ce qui s'arrive? Qu'est-ce qui s'arrive? Je sais pas. De bon matin. Bon, bref. Est-ce que vous allez bien? Oui. Oui. Allez, c'est parti alors. Bon, on va lancer directement l'actu. Bah allez. Allez, hop. Attention, chers clients, la petite Emactu est attendue par ses parents à l'accueil. La petite Emactu. Merci. Ça va être le nouveau Michel, toi. Michel était resté coincé pendant toute une saison pour faire les trucs. Et là, on cherche la petite Emactu depuis déjà 3 numéros. Ça commence à être inquiétant. Mais peut-être qu'après, il va y avoir un crossover avec Superstore, on sait pas. Hein. Ah. Et est-ce qu'un Superstore, c'est pour cacher une super fenêtre? Non, c'est pas ça. Non. Ça peut. Oui. Allez, on valide. Sur un malentendu. Bref, niveau actu, on a retenu donc 4 petites choses. La première va aller assez vite. La saison 3 de 10% arrive en novembre sur France 2. Voilà. C'est cool. Oui. Et oui. Bravo. Voilà, on est très content. Par contre, on n'a pas de date précise, mais bon, novembre à 30 jours. Non, parce que il faut savoir que de toute manière, nos chères chaînes françaises, qu'elles soient hertziennes de la TNT, etc., ne sont censées communiquer leur programme que 3 semaines à l'avance, et ils ont très très peur de la concurrence en fait. Donc voilà, c'est déjà un miracle qu'on sache que c'est diffusé en novembre.
Mhm. C'est donc pour ça, tout s'explique. Bon, bah on n'a plus qu'à attendre. Bon, ça nous fait quoi, deux gros mois et demi à attendre. Ça va, il y a pire. On a déjà attendu pendant plus Et d'un an. surtout, enfin, il y a... Oui. Voilà, il y a, enfin, déjà ils se tiennent à leur planning de produire toute une saison de télévision avec des guest stars de luxe tous les 18 mois, donc j'ai envie de dire, ne nous plaignons pas trop. Non. Du moment qu'on a la saison, c'est ça très très bien. Effectivement. Alors, par contre, en parlant de séries France Télévisions, Elodie, tu as retenu quelque chose. Et oui, le sashimi, vous ne pourrez plus voir le sashimi vous. Vous ne pourrez plus voir les séries de France Télévisions sur Netflix, puisque le groupe France Télévisions a décidé de ne plus louer ses droits à Netflix, puisque il y a quelques mois, ils avaient annoncé donc la sortie de leur service de streaming qui s'appellera Salto, et donc ils veulent réserver les droits de leur programme pour leur streaming fait maison, qui va probablement faire un four, hein. Mais bon, en attendant, plus de séries françaises, France Télé sur Netflix. Alors moi je demande à voir, je demande très très fort à voir, tout simplement parce que France Télévisions traditionnellement comme TF1, M6, enfin pas Canal+, mais au moins TF1, M6, ne détenait pas les droits de la majorité des séries qu'ils produisent. Donc ils ont créé en fait une branche de production de fiction et de production de programmes qui s'appelle MFP. Donc par exemple, c'est MFP qui produit le nouveau feuilleton quotidien qui s'appelle Un si beau soleil. Je crois que vous en avez parlé d'ailleurs, non? Un si beau soleil, on a dû citer le nom, faire la blague Un si beau sommeil, mais à part ça... Ouais, quand Romain était là en fait, c'est ça. Forcément, un truc comme ça, il n'y a que Romain. Ouais, voilà. Oui. Donc en fait, MFP en fait est donc la branche de France Télévisions qui produit ça. Par contre, des séries comme Plus belle la vie sont produites par Tel France. Donc même si c'est coproduit par France Télé, bon, je pense qu'ils font un tout petit peu ce qu'ils veulent. Et la grosse majorité des séries de prime time, société extérieure. Donc ce qui fait que d'ailleurs elles arrivent très très vite sur Netflix. Et d'ailleurs, une série comme 10% qui est connue à l'international via Netflix, puisque c'est censé être une série Netflix originale à l'international, puisque c'est diffusé comme ça. Je crois pas que les producteurs de 10% vont renoncer à mettre les saisons suivantes sur Netflix juste parce que France Télé a dit non, on réserve ça uniquement sur notre territoire français pour Salto. Donc tout ça pour dire, je demande à voir très fort, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est toujours une affaire de gros sous. C'est ça, surtout que en fait Salto, ça va pas être uniquement pour les chaînes de France Télévisions, puisque ça va être un regroupement avec TF1, M6, enfin quasiment toutes les chaînes hertziennes françaises. Donc même si France Télévisions décidait de retirer ses programmes de Netflix, si tant est qu'il en ait la possibilité, je pense pas que TF1, M6, tout ça veuille suivre le mouvement, parce que bon, quand même, je pense qu'ils ont quand même un peu plus de visibilité sur Netflix que sur leur propre chaîne, en fait. C'est triste à dire, mais... Non, mais ils peuvent mettre ça, enfin ils peuvent mettre dans le contrat qui passe, les nouveaux contrats qui passent avec les producteurs, donc où ils se mettent d'accord sur, après l'exploitation vidéo, l'exploitation SVOD, ils peuvent dire, si vous faites de la SVOD, ça va sur Salto, et rien d'autre. Ça, pour les nouveaux projets ou les trucs où c'est vraiment signé et donc diffusé à partir de 2018 et à partir de ce que vient de dire Delphine Dernière Note, moi voilà, enfin je pense que ça va être ça. Mais pour des séries qui sont déjà en production, qui ont déjà été signées avant, moi je pense que les producteurs vont faire ce qu'ils veulent. Oui, ça va être un peu difficile de changer les contrats comme ça en plein milieu du tout. Donc on verra. N'est pas Disney qui veut. Non, ça c'est sûr, effectivement. Et en parlant de Disney, merci pour la transition. Mais de rien, avec plaisir. Parce que donc Disney fait un peu ce qu'il veut, il fait son service de streaming et bon, il va proposer quelques séries, mais surtout ils viennent d'annoncer que 2 séries Marvel seraient en réflexion. Ils sont en train de travailler dessus avec les. Ah là, ils ont des cerveaux durs. Ça brainstorm dur. Ça brainstorm dur. Ils vont dire, on va prendre Loki.
le personnage de Loki, et le personnage de la sorcière écarlate, Scarlet Witch, pour faire 2 séries sur ces personnages-là, avec, et là par contre c'est là où les fans sont contents, c'est que Loki sera joué par le Tom Hiddleston comme dans les films, et Elizabeth Olsen jouera donc la Scarlet Witch, la sorcière écarlate, comme dans justement les films aussi. Donc voilà, ce sont c'est pour le service de streaming de Disney. On n'en sait pas plus du tout, mais je pense que c'est le genre de choses que les fans de Marvel et de ces personnages-là sont assez contents de voir, parce que le nombre de fois où on a un personnage au cinéma qui est pris par un autre acteur ou actrice à la télévision, pour une fois, ce sera pas le cas. Et c'est quand même une relativement bonne nouvelle. C'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on n'aura pas. Comment ça ? En même temps, pour l'instant, c'est juste en cours de développement et je pense que ça va coûter tellement cher que. Je pense que Disney a vraiment besoin de ce genre de série-là pour renforcer encore plus son catalogue streaming. Ouais. Je pense qu'ils veulent jouer. Enfin, ils ont littéralement des centaines de millions de dollars à dépenser en contenu. Oui. Je pense en plus que ça va pas être réservé vu le calibre des projets, parce qu'il faut pas oublier que nous on est un podcast série, mais il y a quand même aussi beaucoup de films qui vont coûter quand même assez cher. On parle de 50 à 60 millions de dollars pour des films originaux uniquement pour ce service-là. Mm-hmm. Tout ça pour dire, je pense que avec ils mettent le paquet en développement, ils mettent le paquet parce qu'ils ont des thunes à dépenser, donc ça va déjà être lancé dans plusieurs territoires à la fois, je pense. Mm-hmm. Et l'autre truc qui est assez malin de leur part, c'est que ils n'ont pas choisi Loki et Scarlet Witch par hasard. Non. C'est que les interprètes de Loki et Scarlet Witch, qui sont Tom Hiddleston et Elizabeth Olsen, en fait, ils font déjà des séries. Tom Hiddleston, il a déjà joué dans The Night Manager. Oui. Et Elizabeth Olsen, elle est depuis ce matin ou la semaine dernière, suivant les territoires, dans Sorry for Your Loss. Donc, c'est déjà des acteurs qui ne disent pas non à faire des séries entre guillemets télé, et ne pas faire du tout de cinéma. Si c'était par exemple une série sur Pepper Potts, ça serait un peu plus difficile d'aller voir Gwyneth Paltrow et dire « Bon, mais Gwyneth, qu'est-ce qu'on fait ?» Voilà, ça serait un tout petit peu plus gênant. Puis personne n'a envie de regarder une série sur elle, de toute façon. Moi, une série sur Pepper Potts, moi, si, à l'aise. Non, il y a plein. Enfin, mais moi, le gros souci, c'est que là où j'ai aucune confiance, c'est que jusqu'à présent, les séries Marvel TV qui ne sont pas produites pour Netflix, et encore, c'est très très discutable suivant les projets. Eh bien, la qualité de production, elle est assez aléatoire, et la qualité des interprétations, elle est assez aléatoire aussi. Et l'autre problème avec Marvel, c'est qu'ils ont tendance à engager des gens qui sont engagés pas pour être libres et pour fournir leur propre vision, mais pour respecter le cahier des charges et ne surtout pas brosser les fanboys dans le sens contraire du poil. Ça fait que toutes ces choses-là disent que voilà, ça fait des super effets d'annonce, mais comme il n'y a aucun scénariste qui est attaché, ben on va se retrouver avec des scénaristes qui sont les 5e roues du carrosse, en fait. Oui, bon, ça c'est éventuellement. Après, il y a peut-être une chance que ça passe bien quand même, qu'il y ait des bons scénaristes, ou je sais pas. Ils vont essayer d'engager des gens qui viennent du cinéma, ou des gens qui viennent des comics, qui ont déjà écrit des comics, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais Marvel Television, donc Jeff Lobb, et donc tout ce qui a été vu avec Agents of S.H.I.E.L.D., avec Agent Carter, surtout avec Marvel's Inhumans, qui est une série mémorable. Me pousse à dire que créativement, il y a une possibilité que ça soit pas tip-top. Mais en même temps, j'ai envie de dire, un peu plus de Tom Hiddleston, c'est toujours une bonne nouvelle. Ben oui, mais Tom Hiddleston, il est toujours là, mais il faut payer sa place pour. Tandis que là, on aura juste à payer en abonnement. Alors, par contre, je vois que Flora réagit sur quelque chose que j'ai dit. C'est possible que j'ai dit ça. Elle dit voir un personnage, se faire prendre par un autre à l'écran, de mémoire approximative, j'écouterai mieux demain. C'est un beau titre. Oui. Bon, si c'est ça que je dis, j'assume. De toute façon, en même temps, j'ai dit tellement de conneries à la seconde que je ne peux qu'assumer. Alors, en dernière connerie à la seconde, non, pas vraiment. Parce que justement, c'est une autre série, une série qui va se terminer. C'est VIP.
Donc, série que vous devez regarder sur HBO. Regardez VIP. Voilà, qui va se terminer avec sa saison 7, qui n'aura que 10 épisodes. Et tout ça va se terminer en 2019. Voilà. Donc, excuse-moi, c'était pas 7 ? Pardon ? C'était pas 7 épisodes plutôt que 10 ? Non, ça a été confirmé 10 épisodes. Super. Oui, c'est ça. Je vais revérifier parce que j'ai noté ça tout à l'heure, mais oui, c'est VIP, la saison 7. En tout cas, la saison, elle est... Attends, peut-être que j'ai fait une connerie. Hein. Je sais qu'en tout cas, il y a moins d'épisodes. C'est confirmé que c'est que 7 épisodes. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai mal lu peut-être un truc, j'ai mal noté, parce que j'ai fait ça tout à l'heure rapidement. Oui, de toute façon, ce sera la saison la plus courte, donc de toute façon, c'est des saisons de 10 épisodes en général, donc oui, ça doit être 7. Ouais, et là, ils font 7. Voilà, ils font 7, effectivement. Bon, voilà, c'est 7 épisodes, on aura une vraie fin, puis surtout, on a une série du feu de Dieu, une série où Julia Louis-Dreyfus a gagné, je pense, quasiment toutes les années, au moins un Golden Globe pour la série. Donc, non, on aura le moral dans les saucettes. Hein ? Ouais. Et on aura le moral dans les saucettes. Tout à fait. Tout à fait, Steven. Bon, bref, en tout cas, voilà, ça c'est une série, si vous cherchez une série sur la présidence américaine, le côté politique, avec beaucoup d'humour et beaucoup de sous-texte, il faut absolument regarder cette série-là. C'est un petit bijou et qui est souvent très proche de l'actualité, d'ailleurs, donc c'est à voir absolument. Bon, je pense qu'on a fait le tour des actus. Parce que... On parle pas de La Rochelle, du coup ? Ah, je l'avais mis dans les recommandations. Parce que j'ai pas vu de recommandations. Ah mince, moi je l'avais mis en actu et... Ah, tu l'avais mis nulle part, tu l'avais mis tout dans le fond, et puis je ne vois pas de recommandations de ton côté, donc on peut parler du Festival de La Rochelle, effectivement, si c'est ton actu. Non, enfin moi j'y étais pas, c'était juste pour demander à l'Assemblée déjà si vous avez vu passer un tout petit peu les La Rochelle. Donc oui, deux petits trucs assez rapides. Donc l'un qui est lié à La Rochelle, l'un qui est un tout petit peu moins lié à La Rochelle. Donc déjà à La Rochelle, en fait, il y a eu pas mal de prix pour Arte. Il y a eu 10% saison 3 qui a été projeté et qui a gagné un prix. Les raisons, enfin, donc il y a eu très peu. Il y a eu des estimables collègues qui se sont déplacés, donc Le Figaro, Télérama, etc. Mais surtout, les échos de la 20e édition de La Rochelle sont très positifs. Pourquoi ? Parce que en termes de diversité de séries, de diversité de séries en avant-première des séries françaises, eh bien, il y a, c'est quand même assez probant cette année. Et notamment, enfin, j'ai eu des excellents échos pour une série de France 2 qui a vraiment apparemment pris le public qui l'a vu en avant-première, qui s'appelle Philharmonia. Et donc qui se passe donc dans un orchestre, c'est un thriller qui se passe dans un orchestre philharmonique à Paris, et donc où il y a vraiment des scènes de concerto, voilà quoi, vraiment comme dans des films, etc. Et j'ai même lu des comparaisons avec un autre thriller vraiment bien foutu british qui s'appelle Dr Foster, qui a été vu en France sur C8 et qui est visible en plus sur Netflix pour les gens qui sont feignants. Le truc, c'est que j'ai pas eu l'habitude de lire ça pour une série de France 2. On ajoute à ça, il y a des unitaires de TF1 qui, voilà, quoi qu'on peut en penser, sont quand même des unitaires qui osent. Il y a pas mal de sujets de société qui sont abordés. Il y en a un sur Jacqueline Sauvage là qui Ah. On a perdu Florian. en fait, c'est le mot-clé Jacqueline Sauvage. C'est son safe word. Jacqueline Sauvage. Bon. Ah là, oui, quand même. Voilà. Ah oui, il est bien parti, là. Ah bah, je crois que là, il est même tombé de sa chaise. Hein. Ah oui, c'est un peu embêtant. Qu'est-ce qu'on fait ? On l'attend ? On l'attend pas Est-ce qu'on chanterait pas une petite chanson en attendant ? Il y a pas mal de... Non, mais il y a pas mal de séries qui donnent envie cette saison, et de séries qui sont pas des procéduraux, qui sont pas des trucs déjà revus. Ok, très bien, parce que tu viens de revenir, parce qu'en fait, on t'a pas entendu entre Jacqueline Sauvage et il y a des séries qui sont très bien, qui sont pas des procéduraux. Non mais t'as dit
Jacqueline Sauvage aussi. Ah oui, mais non. Bon. Et Michel. Est-ce que tu es de retour? Est-ce que tu es en push to talk? Non, je pense que c'est bon. On va arrêter là-dessus. On va se faire striker pour la musique du Jeopardy quand même, ce serait un peu con. Et là, c'est le drame. Ça faisait longtemps, oui, c'est vrai que ça faisait longtemps. Effectivement. Bon, bah je sais pas. On peut-être lancer la thématique. À vous les studios. Ah, on l'a récupéré? Et non. Non. Est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Ah, ok, d'accord. Je t'entends, je suis là. Hein. Ok, bah on t'entend pas en fait. Je t'entends, j'ai entendu tout en fait. J'ai même entendu la musique de Jeopardy en fait. Ah, donc c'est bien. Mais, en fait, en gros, toi, tu as des coupures, mais réellement, entre, t'as dit sauvage, je dois pas dire le mot parce que sinon ça coupe, et les procéduraux. Donc en gros, voilà, tu disais qu'il y avait des choses très intéressantes niveau France au festival de La Rochelle. Vous en pensez quoi du fait que maintenant, voilà, il y a des séries françaises qui donnent envie, qui vont arriver? Si vous avez lu un tout petit peu les projets qui arrivent, enfin je sais que c'est le cas de Elodie dans le cadre du sérigraphe, mais voilà, ça vous inspire quoi un tout petit peu? Alors, c'est déjà beaucoup s'avancer. J'ai rien suivi en fait sur ce qui arrivait. Mais non, mais je suis toujours pour la nouveauté dans les séries françaises, même si j'en regarde très peu. Amenez-moi de la surprise, je veux de la surprise. Et j'avoue que de mon côté, voilà, j'ai pas vraiment suivi. J'ai vu des choses passer, mais sans plus, parce que c'est vrai que j'ai encore ce réflexe du c'est français. Ah, mais c'est trop ça. Alors que il y a beaucoup de séries françaises et de productions françaises dernièrement que j'aime beaucoup en web-série et en série aussi. Mais dès que c'est, je sais pas pourquoi, c'est séries françaises et en plus de ça c'est présenté dans un festival, bizarrement je le vois pas. Je vois pas passer. Et puis j'ai aussi d'autres choses qui font que j'ai pas vu passer. Donc voilà. Après, le fait qu'il y ait beaucoup plus de création, qu'ils essayent de plus en plus de choses nouvelles, globalement, sans avoir vu le truc, ça m'intéresse que tu me le dises et que mais je vais prêter plus un œil attentif. Parce que voilà, tu me dis que clairement, là, on voit qu'il se bouge. Bon, après, c'est pas nouveau non plus. Hein. OCS a montré quand même pas mal de choses déjà rien qu'eux. Arte aussi, avec plus ou moins de réussite. Mais oui, il va falloir que je regarde un peu ce qui avait été proposé plus en détail au Festival de La Rochelle. Et l'autre autre chose sur laquelle je voulais avoir votre avis, oui. Là pour le coup c'est ce que j'ai linké sur Twitter, donc oui, mon collègue qui s'appelle qui s'appelle Alexandre Letrain, donc animateur de la loi des séries sur Radio VL, oui. a partagé une interview d'une responsable de France 2 qui est probablement Anne Holmes, qui est la nouvelle directrice de la fiction pour je dis bien toutes les antennes de France Télévisions, et oui, il en faut. Et bien en fait, elle a une manière très très particulière de confirmer les annulations des séries. C'est-à-dire que dans Speakerine, qui a été lancée au printemps dernier, à peu près au même moment que 10% saison 2, donc avec une grosse campagne, avec beaucoup de presse qui a été faite par Marie Gillin, etc. Eh bien en fait elle ne reviendra pas pour une saison 2, et La Forêt pour France 3 qui a aussi eu un certain écho, elle ne reviendra pas pour une saison 2. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ont été écrites pour une saison. Voilà, et donc pour La Forêt, l'intrigue est bouclée, donc elle ne peut pas revenir, et que Speakerine, en fait, même si donc Anne Holmes a dit dans la presse que voilà, elle adorerait refaire une série d'époque, que ça serait pas Speakerine, parce que Speakerine n'a été écrit pour une seule saison. Donc ce qui est franchement très très douteux, et donc dans la continuation en fait, c'est lorsque donc des chaînes comme France 2, France 3 osent faire des séries qui ne sont pas des policiers ou des policiers avec un couple de policiers tellement drôle, avec des enquêtes qui ne le sont pas forcément.
que non seulement ils peuvent mettre le paquet sur la promotion, mais en fait c'est juste pour se dire, en fait on a bien fait de tenter, maintenant on va passer à la suite et on va donner la chance à d'autres personnes et on va oublier qu'on pourrait faire 5 saisons de Speakerine. Donc vous pensez quoi en fait de cette situation-là? Après, si c'est une raison un peu amenée juste pour justifier et que c'est pas vrai, c'est franchement dommage. Après, si ça a vraiment été écrit pour une pense saison, que c'est pas vrai. Je pense que ouais, ils ont. Voilà. Non, mais je vois un truc dans les commentaires justement de cet article, etc. Quelqu'un qui dit, on appelle aussi ça des arbitrages budgétaires. J'ai l'impression que c'est plus ça quand même. Hein. Ouais. Il y a un côté financier clairement et sans doute des séries de qualité mais qui ne rapportent rien à la chaîne. Comme contrairement justement dans l'article on parle de il y aura évidemment une saison 4 pour 10%. 10% se vend bien. 10% fonctionne bien je pense pour France 2 en tout cas voilà. Mais c'est vrai que Speakerine quasiment personne n'en a parlé. Ça n'a pas été vendu ailleurs que je sache. Dû être vendu, mais bon, c'est des choses où la fiction française étant ce qu'elle est, il y a que les producteurs qui savent vraiment, si leur série, elle est profitable ou pas, quoi. Ouais, c'est clair. Autant, non mais c'est ça, c'est la différence entre les séries américaines. Un spin-off de Walking Dead, en fait, même avant que le premier épisode ait été diffusé, on sait que ça a été vendu dans 140 000 territoires, y compris les planètes du système solaire. Tandis que la France, en fait, non. Ouais. C'est une espèce de culture de clocher, quoi. Mais en fait, le gros problème sur lequel je voulais mettre le doigt, c'est que contrairement aux séries américaines et même certaines séries britanniques, quand une série est annulée par un diffuseur français, on ne le sait en général que des mois après, au détour d'une interview d'un des acteurs. C'est comme ça que ça se passe. Les conseillers de programme, en fait, ne veulent jamais dire ou ne veulent jamais confirmer que leur série elle reviendra pas. Voilà. C'est bizarre, il y a quand même un gros problème. Ouais. Par exemple, Ben de France 2, que pour ça. On a appris en septembre que ça ne serait pas renouvelé, en fait. Alors que, voilà, ils le savent à partir du moment où ils ne commandent pas d'écriture de saison 2, que la série, elle est morte. Ouais. Que 4 ou 5 mois après. Donc, forcément, ça aide pas, quoi. Ouais, effectivement, ça aide pas. Mais ça aide pas non plus à donner une bonne image. Et je pense que c'est aussi ça de mon côté, en plus, hein, de la fiction française, hein, même francophone, parce qu'en Belgique, c'est pas forcément mieux non plus. En tout cas, niveau web-série, oui, mais pas niveau série télé. Ça donne pas une bonne image. C'est qu'en gros, t'as des trucs qui sont pas connus, puis quand tu connais, tu vois que ça a été annulé, tu sais pas pourquoi, c'est diffusé de moins en moins, mais c'est diffusé n'importe comment. Ça donne pas envie de t'engager, en fait. Non. Et c'est pour ça aussi que des séries qui... je voyais, je sais plus qui râlait parce que les séries fonctionnent mieux une fois qu'elles sont sur Netflix que quand elles sont diffusées. Bah ouais, mais Netflix a beaucoup plus d'impact sur les personnes niveau publicitaire que la chaîne même. Et puis surtout, même s'ils ont des services de VOD après, comme Arte avec au service de la France, qui n'aura pas de saison 3 d'ailleurs, au service de la France. Est-ce que c'est officiel d'ailleurs ? Ça a été dit par qui ? Faut que je retrouve le truc, mais ça a été répété plusieurs fois, mais voilà, en tout cas c'est mal barré. Et surtout c'est pour ça que ressortait le fait que ça marche bien sur Netflix. Faut pas s'étonner après que Arte ne donne plus l'argent pour entre guillemets coproduit la série pour d'autres saisons. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui ont découvert la série parce que c'est tombé sur Netflix. Alors que Arte, oui, est en avance sur beaucoup par rapport au service de VOD. Mais quasiment personne ne regarde là-dessus. Il n'y a rien qui t'y amène. Personnellement, je ne vois jamais vraiment de pub ou de petits de posts réseaux sociaux, etc., qui t'amènent à aller voir là-bas. J'ai vu des posts réseaux sociaux qui t'amènent à aller voir au service de la France sur Netflix. Mais tu sais pas que ça vient de chez Arte. Tu sais pas.
Ça se sait aussi, tu regardes le générique, quoi. Mais sinon, tu le sais pas. Ouais. Et ça, c'est un problème, je pense. C'est pas tellement la fiction, parce que il y a de grands scénaristes, il y a de grands réalisateurs, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas la puissance marketing suffisante pour que ce soit porté. Donc, c'est un peu problématique. Je suis assez d'accord avec ça. C'est ça le problème. Le vrai problème de la fiction française et même belge, c'est la non-puissance marketing des chaînes. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ils savent pas faire. Non, parce que à part quand ça va être une grosse production qui vont se faire inviter sur tous les plateaux de talk, mais qu'on regarde pas forcément. Je veux dire, Netflix, rien que tu sors dans la rue, t'as toujours des affiches dans les abribus pour leur nouvelle série. Donc, enfin. Mais alors, Speakerine, Un si grand soleil et 10%, il y avait des affiches aussi. Il y avait plein d'affiches. Ouais, et bah pas à Bordeaux. Oui, voilà. Après, c'est que à Paris. Ouais. On fait un truc national, je crois. Voilà, bah écoute, je traverse le boulevard tous les matins, tous les soirs, et franchement, niveau tout ce qui est programme télé, que ce soit fiction ou programme quoi, à part Netflix, j'ai dû voir SFR qui avait fait de la pub pour quand ils ont lancé leur première série, et franchement, je crois que ça s'arrête là. Hein. Désolé, il y a Windows qui me fait un petit bruit. Bon. Grave. Voilà, mais j'étais en train de chercher en même temps, mais c'est vrai que je l'ai vu. On me confirme aussi que voilà, ça a été annoncé, mais je retrouverai le tout. En tout cas, voilà, c'était dans toute une discussion par rapport au fait que Netflix, ça fonctionne bien. Et puis même quand je regarde au service de la France, la RTBF annonce à découvrir au service de la France sur Netflix. Mais il n'y a jamais eu d'article qui parlait de à découvrir sur Arte. Alors que bon, la RTBF et Arte en général bossent aussi ensemble. Donc c'est dommage. Il y a un souci de ce côté-là. Il y a un souci vraiment de ce côté-là. Bon, on est lancé dans un autre débat, mais c'est pas de ça dont on doit parler, mais effectivement, c'est quelque chose qui aurait pu faire la thématique d'aujourd'hui, mais c'est un problème beaucoup plus grand que nous, et on n'a pas forcément les solutions, si ce n'est celle que j'ai dit, c'est trouvez-vous des marketeurs ou de l'argent pour le marketing, quoi. Et en général, les séries, elles sont déjà fauchées pour leur reproduction, donc elles ne mettent rien du tout dans le marketing. Enfin, c'est de ma position, c'est ce que je vois. J'en sais rien, je suis pas dans les productions, j'en sais rien du tout. Mais c'est clair, mais même c'est ça le problème, c'est que même pour des gens qui sont pas dans les productions ou qui ne suivent pas, même des gens qui sont des professionnels de l'audiovisuel, etc. Si tu ne lis pas le bon article au bon moment, ou quand les responsables des fictions daignent faire un bilan ou parler un tout petit peu plus ou sortir de leur tour. Tu ne sais pas que voilà, ta série préférée, en fait, elle est annulée. Tandis qu'il suffit juste, dès le moment en fait, où une série américaine est annulée, tu le sais dans les 3 heures qui suivent sur le Hollywood Reporter. Et c'est pareil, et je crois qu'il y a un meilleur suivi aussi pour les séries britanniques. Ah oui, non, c'est ça, c'est que britannique, et puis même, c'est un peu loin, mais... à un niveau, même si séries japonaises, séries coréennes, il y a des choses qui se font quand même beaucoup. Australie aussi, il y a beaucoup de choses. Mais... Même les séries nordiques. Ouais, mais c'est ça. Si tu fouilles un petit peu, tu trouves beaucoup plus d'informations sur ça que sur des séries qui sont là chez nous, quoi. C'est assez triste. On a plus d'informations sur tout ce qui se fait autour, mais rien sur ce qui se fait chez nous. C'est un gros problème. Et puis on est peut-être, enfin, je veux dire, les sociétés de production, les chaînes, etc. ont sans doute un côté fautif là-dedans parce qu'ils ne relaient pas les choses ou ne veulent pas les relayer. Mais il y a aussi un problème, c'est que la plupart des gros sites qui relaient de l'actualité, vont pas se faire chier à relayer de l'actualité qu'en gros les gens n'attendent pas. Et donc c'est un peu aussi Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense que quand il y a les chaînes de toute manière, des TF1, des France 2, des M6, ils ont tout intérêt à ce que le grand public donc à qui s'adresse leur série, il marche. Le truc, c'est que
ils utilisent toujours les mêmes canaux. Donc, c'est-à-dire, ils invitent les acteurs sur leur talk show chez Yann Barthès, etc. Ils font collaborer les magazines télé de façon à ce que les stars soient tout le temps en couverture. Et donc, après, elles font des campagnes d'affichage et de temps en temps des avant-premières ou des choses comme ça. Mais ça s'arrête là. Et forcément, c'est pas pour toutes les séries. Après, il y a aussi, il y a des rendez-vous comme le festival de La Rochelle, il y a Luchon aussi qui se passe en janvier ou février, mais c'est des choses qui sont confidentielles. C'est clair que il manque c'est pas Sérimania. C'est pas Sérimania qui est beaucoup plus grand public, et surtout, il y a un truc qui est beaucoup plus grand public. Tu vois jamais ou quasiment jamais des choses relayées sur les réseaux sociaux. Et je suis désolé, tu peux pas faire l'impasse. Sur Instagram, sur Twitter ou autre, je vois très rarement des posts. Ou alors si, mais il faut déjà être au courant que la série existe pour suivre le compte Twitter de la chaîne ou de la série. Mais c'est assez problématique, quoi. Comme par exemple, est-ce que vous êtes au courant que la série Nina, qui est sur France 2, continue son petit bonhomme de chemin et de façon très intéressante. La série, là, c'est pas H, mais c'est... HP. HP, voilà. Oui, si on suit si on suit OCS, on le sait, si on suit le festival... Mais justement, c'est là où j'ai vu... je crois que c'est par rapport au truc de festival de la Rochelle. Mais personne d'autre n'en parle. Bah, je t'avoue que si nous, on n'avait pas reçu le communiqué de presse, j'en aurais jamais entendu parler. Ben voilà. Donc, Moi, c'est parce que j'ai été à série et que j'ai vu les scènes et que, en plus, je savais que c'était développé avant. Mais en même temps, que ce soit toi, que ce soit Elodie, que ce soit moi, on est des insiders, on suit, on est un tout petit peu plus. En plus, tu viens de dire quelque chose qui est très, très important, c'est que tu as été à série pour le truc. Donc, en fait, c'est toi pour être au courant. Voilà, en fait, tu as fait l'effort, toi, pour être au courant. Mais ils sont pas venus te chercher, toi, pour te donner l'information. Non, pas du tout. Enfin, mais c'est des choses. En plus, les séries sont pas prêtes. C'est juste des choses. Enfin, en plus, série, ils sont là pour vendre la série, au moins en Europe, et vendre au moins des droits du format, ce genre de choses. Donc, c'est aussi du business. Mais c'est vrai que il y a un gros souci que lorsqu'il y a des projets dans lesquels, je sais pas, les diffuseurs croient, dans lesquels ils mettent des dizaines de millions d'euros, je sais pas, au moins une série française, ça coûte quand même. Je sais pas, 10 à 12 millions d'euros par saison. Enfin, faut pas... Voilà, enfin, une série de Canal+, mais même une série de France Télé... ça coûte très cher. Non, ça coûte cher. Mais quand il y a des séries même qui coûtent un peu plus cher que ça, il y a pas de suivi, il n'y a pas de teasing. On n'a pas cette culture qui est certes très, très américaine et tout, de faire du teasing. Moi, j'aurais adoré voir des pubs marrantes pour HP de la même manière que... Enfin, il n'y a pas trop de temps, hein, mais j'aurais de la même manière que je vois des teasers des teasers sur Instagram pour la dernière série Netflix. Mais c'est tout ça demande de faire évoluer les mentalités, quoi. Les mentalités et surtout recalculer en fait le budget de production alloué et savoir si c'est possible de le faire, parce que ce sera pas possible de le faire pour toutes les séries. Mais je pense que malgré tout, c'est un calcul à faire de se dire que le côté marketing peut te faire fonctionner une série. Si la série fonctionne, ça fait rentrer un peu d'argent et c'est un cercle vertueux. Mais ça demande justement de fonctionner. Ça fonctionnait plus pas forcément à l'américaine, mais juste à l'anglaise. Déjà, rien qu'à l'anglaise, il y a quand même ils ont encore une façon différente de penser des Américains, mais ils ont aussi une certaine culture du teasing. Et pourtant, ils ont des séries qui, niveau diffusion, parfois, c'est pire qu'en France. Mais ils y arrivent quand même à garder des gens et à en ramener. C'est pour ça qu'il y a des séries qui ont je sais pas combien de saisons et qui existent toujours de ce côté-là. Ici, à part la série de Madame Michu, t'as rien qui dure. Hein. Y a rien. C'est vrai. Capitaine Marlowe, en fait. Tu as mal prononcé Capitaine Marlowe. Ouais, non, voilà. Bref. Il y a rien qui dure du tout, ou alors c'est diffusé de façon
totalement aberrante. Enfin bref. On va passer à autre chose. Une certaine série dont Elodie nous a proposé, même obligé de revoir le pilote. Et hop, je lance le jingle thématique. Salut les loulous, c'est Guy. Non, c'est Michel. Bon, je suis pas là pour l'instant, veuillez laisser votre sujet après le bip sonore. Et si c'est BC Série... All the shadows in the city used to love you, what a pity. I miss the questions you used to ask me. Bon, Bored to Death. Yay! Une série, justement, qui, je pense, n'a pas eu le succès escompté, mérité, peu importe. Voilà, ça c'est tout à fait personnel. C'est une série qui a eu donc 3 saisons sur HBO, ça date déjà de presque 10 ans, parce que c'était en 2009, la première saison. Ouais. Ça nous rajeunit pas. Ça avait été diffusé en France sur CS Novo. Voilà, donc comme ça vous le savez. Donc de toute façon c'est une série HBO, donc forcément c'est OCS et c'est BTV pour la Belgique. C'est une série donc... Pardon ? À l'époque où OCS n'existait pas, je crois que c'était sur quelque chose genre TPS Star, des choses comme ça. Voilà, c'est sans doute un truc du satellite ou peut-être même Canal+. Non, je crois que c'était TPS Star. En tout cas, la série est diffusée en 2010. C'était diffusé sur SCS Novo. Il n'y a rien d'autre, je n'ai pas trouvé d'autres informations. C'est une série donc créée par Jonathan Ames, où on peut retrouver Jason Schwartzman, Ted Danson et Zach Galifianakis. Là, c'est difficile à dire ce prénom, enfin ce nom plutôt. Et de quoi ça parle ? Ça parle d'un écrivain qui a la trentaine à New York. Il fume beaucoup de marijuana, il est très alcoolique et il a du mal à finir son roman. Et comme il s'ennuie, il se dit tiens, je vais mettre sur Craigslist une annonce comme quoi je suis détective privé. Un peu comme voilà les héros qu'il écrit dans ses livres. Et il fait tout ça après une rupture sentimentale. Et donc sur le côté il va se dire tiens je vais faire ça, je vais être détective privé et donc il est accompagné par donc Ted Danson qui est son éditeur, donc George Christopher, et Zach Galifianakis qui est son meilleur pote, Ray, qui lui est un auteur de bande dessinée avec un super héros qui a une grosse bite. Je résume ça comme ça, je pense que voilà, qui a aussi... Il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Voilà, mais le dessin est très très cool par contre, qui est toujours un peu déprimé, toujours un peu entre deux avec sa copine, enfin voilà, ils ont... Ils s'aiment et ils se détestent en même temps. Ouais, c'est assez bizarre. Bref, voilà, donc ça c'est un format 30 minutes, à peu près, c'est entre 23 et 30 minutes, ça dépend des épisodes. Bref, c'est une série très, très dans l'esprit film noir, les enquêtes, le côté Humphrey Bogart, ce genre de choses. Mais dans un New York des années 2000 où la marijuana coule à flot. Non, mais c'est marrant parce et que les idées à la con. C'est le genre de série où t'arrives pas trop non plus à dater. C'est que t'enlèves tout ce qui peut paraître technologique, machin, ça peut se passer n'importe quand en fait, c'est génial. Ah oui, tout à fait, parce que c'est vrai que là, à part son téléphone au tout début, et encore, ça peut être un téléphone qu'il aurait acheté parce qu'il est fauché, et il gagne pas beaucoup sa vie non plus. Vu que c'est un détective privé qui se dit que ses prix sont raisonnables, et quand on lui demande son prix, il dit ouais, $100 la journée. Et il oublie toutes les dépenses. Bref, voilà, c'est une comédie qui va suivre un peu toutes ces... c'est presque une enquête par épisode, à peu près. Sauf que l'enquête, c'est vraiment un prétexte pour des frasques et des catastrophes, parce que le gars, il est maladroit et il y arrive toujours plus ou moins, on sait jamais vraiment comment. Donc voilà, Elodie, tu nous as proposé ça. Et pourquoi tu as proposé ça ? Mais parce que c'est une des meilleures comédies du monde, en fait. C'est une de mes comédies préférées, et ça aurait été dommage de ne pas en parler dans le podcast. En fait, Bored to Death, c'est
je pense, une des premières comédies que j'ai rattrapées quand j'ai commencé à vraiment regarder des séries. Donc, du coup, j'ai commencé avec du caviar. Hein. J'adore parce que c'est exactement l'humour que j'aime. C'est totalement burlesque, c'est potache. Il y a... Enfin, c'est autant de l'humour, c'est des gags visuels. C'est pince sans rire gags... aussi. Ouais, il y a tout en fait. Puis le casting, c'est franchement, enfin, je veux dire, tu mets Jason Schwartzman, c'est ça, Ted Danson et Galifianakis dans une même série, c'est terrible. Ça peut que être bon. Et puis, je sais pas, en fait, quand je regarde la série, j'ai un peu l'impression d'être une gamine qui ouvre un pop-up book et que t'as plein de trucs qui s'animent devant toi et c'est un peu, t'as un peu l'impression de regarder un conte. Ouais. Mais avec des vannes sales. mais en même temps, c'est mignon. Enfin, je sais pas comment dire. C'est à la fois mignon et dégueulasse. c'est le personnage de Jonathan, donc par Jason Schwartzman, qui fait que c'est un peu mignon parce que lui, il est un peu naïf, un peu gentillet. Voilà. Il est un peu benet. Puis t'as Ray qui. Ouais, il fait des trucs, une BD un peu un peu crade, mais de la bande, quoi. Il y a que George qui en fait lui c'est le gars qui a réussi, qui a son journal, son société d'édition, mais lui par contre il s'ennuie beaucoup, il s'ennuie à mourir dans la vie. Voilà, c'est son truc. En même temps, c'est un peu le genre de personnage qui, à 4h du mat, te fait « on va fumer !» Donc bon. et qui fume pendant une enquête aussi, caché dans une voiture, dans une filature. Enfin, c'est des personnages hauts en couleur. Et puis, c'est aussi un générique, comme vous avez pu l'entendre déjà niveau musique. Il faut s'attendre à, de toute façon, une BO de fou, mais aussi un générique animé avec des dessins, des mots dans le livre qui s'en vont. Il est tellement mignon. Et pour vous donner un ordre d'idée aussi, c'est que il y a dans les titres d'épisodes, on a des choses comme l'affaire du sperme volé en saison 1 et en saison 2 l'évasion du club Sadomaso, qui est sans doute l'épisode qui m'a fait le plus rire, mais pleurer de tellement rire. Juste pour voir Jason Schwartzman en combinaison de latex, de la tête aux pieds, voilà, courir dans Manhattan après son après son enquête en fait. Donc ça c'est pour moi c'est quelque chose qui est très drôle parce que il y a le côté pince sans rire, enquête et des situations qui sont complètement folles et en général c'est pas vraiment donné à cause de la drogue en fait, c'est juste parce que ils s'ennuient tous tellement fort que ils sont obligés de trouver quelque chose d'extraordinaire dans leur vie. Comme ils sont tellement maladroits et qu'ils manquent tellement de tact, ça mène toujours à des situations complètement improbables. Ouais, et on finit par s'attacher à ce trio de mecs qui s'ennuient. Donc Florian, toi par contre, je sais pas, toi tu connaissais déjà la série, tu aimais, tu n'aimais pas ? Alors j'aime bien la série, j'ai malheureusement pas dépassé le pilote, ce qui est je crois que j'ai juste dû voir les 2 ou 3 premiers épisodes et j'ai malheureusement jamais fini la saison 1. Elodie disait tout à l'heure que c'était une série à la fois mignonne et un peu sale en fait, ce qui m'a rappelé la grenouille en fait que j'ai disséquée en cours de 5e en SVT. Donc, Bored to Death, c'est un peu les grenouilles de SVT des séries. Voilà, c'était. Je pense que je vais garder ce passage-là. Je sais pas combien de temps on est, je vais retirer 50 minutes, mais alors je pense que Bored to Death, c'est comme la grenouille en SVT. Je pense que c'est parfait pour le post Instagram, ça. En plus, ça n'a pas coupé lorsque je l'ai dit. Donc, oui, c'est pour ça. Autant en profiter. On laisse finir mes vannes. Oui. Quand la connexion veut bien te laisser finir tes vannes. Eh bien, pour le reste, je pense que Ted Danson est une légende. Là, Ted Danson est à contre-emploi. Il est totalement fou. Il est totalement déjanté. C'est peut-être le mec qui pousse Schwartzman à faire des conneries le plus. Je pense que ça ne fait qu'annoncer l'excellence de son rôle actuel comme Michael dans The Good Place, exactement. C'est clair. Entre deux, il y a eu je crois que c'est entre les deux qu'il
qu'il a fait quelques saisons pour cachetonner dans les experts. Quelques saisons, je crois qu'il en a fait une ou deux, ouais, c'est ça, ouais. Un mec en fait qui était à la tête des experts avant que ça soit annulé, je crois que c'était lui, c'était pas Fishburne. Non, c'était lui. Non, ça a été annulé, c'était Ted Danson, ouais. Attends, je pense que c'était peut-être la dernière saison, les 2 dernières saisons. Non, c'était les dernières saisons, puisqu'après il a enchaîné avec les experts cyber ou je sais pas quoi. Ah ouais, oh là là, qui a eu qu'une saison. Oui, c'est ça. Le pauvre Ted qui se retrouve là-dedans, quoi. Alors qui vaut tellement mieux. Ouais. Enfin, faut bien Better manger, of quoi. Ted. Better of Ted. Oh. Eh oui. Bravo. Merci. Bravo. Parce que bon, Ted Danson, on le retrouve dans Fargo, on l'a retrouvé pendant... Ah non, un peu plus que ça, pendant 4 saisons dans Les Experts, plus le téléfilm de fin, et une saison des Cyber. Mais bon, après, derrière... Ted Danson, voilà. Il a fait une série mignonne qui a été annulée, mais qui était bien en avant. Attends, il a fait 20 Good Years d'ailleurs avec John Lithgow, c'était lui. De mémoire, oui. Il a annulé très vite et il a fait une autre série où il jouait un thérapeute pour ABC qui s'appelle Help Me Help You. Ouais. Voilà, donc il a fait plein de trucs annulés, mais de toute manière, la conclusion indiscutable, c'est que de toute manière, Ted Danson, c'est un monstre de la comédie. Et surtout et avant tout de la comédie. C'est ça, c'est que même si la série, finalement, elle est annulée ou quoi que ce soit, on peut être sûr que de toute façon, Ted Danson aura un rôle marquant, ou en tout cas quelque chose de très... très qui lui colle à la peau, à part pour Les Experts, que je comprends pas, et... J'en ai vu quelques épisodes parce que j'aime beaucoup Ted Danson. Je me suis dit, je vais quand même regarder avec lui. Là, c'est le contre-emploi, mais contre-emploi de ses qualités, en fait, très franchement. Il est gâché dedans. Ah oui, totalement. Enfin voilà, donc ça, Bored to Death, donc c'est 24 épisodes, je crois. Ouais, c'est 24 épisodes. 24 épisodes que si vous voulez retrouver... Il y a un film qui se balade, ou peut-être ça sera fait un jour, peut-être pas. Ouais, mais ça fait tellement longtemps. On nous dit que ça va sortir, et puis... Ça fait quand même 7 ans. Jamais dire jamais. Oui, jamais dire jamais, effectivement. Laisse-nous espérer. Par contre, ce qui est très cool, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe en DVD zone 2, et il est pas cher, parce qu'il est en dessous de... Les 3 saisons sont en dessous des 20 €. Waouh. Et ça, quand même, ça vaut franchement le coup, si jamais vous avez la curiosité légale, n'est-ce pas? Voilà, de regarder tout ça, et c'est vraiment une série qui totalement à part dans son ambiance, dans ses personnages. Il y a une alchimie dans les personnages qui fonctionne dès le premier épisode. Sinon, vous pouvez payer 2 fois moins cher pour vous taper l'intégrale de la série en un mois sur OCS. Et oui, sur OCS Go. Bon, bah voilà, en plus de ça, c'est sur OCS Go. Ouais, tout est à la demande. Bon, bah alors, c'est encore mieux. Donc, il y a plus d'excuses. Il y a moyen de le voir de façon légale. Je sais pas si sur le chat, il y a des personnes qui l'ont vu, ou le... Comment ça? Arrêtez de lire le nom Ted Danson, vous me donnez envie de regarder. Bah, regarde Cheers, regarde Baker, regarde Bored to Death, regarde Help Me Help You, regarde regarde tout. Regarde tout Ted Danson, sauf Les Experts. Ça va. Ça te fait jamais que des centaines d'épisodes. Oh, franchement, ça passe. Franchement, si jamais tu t'ennuies. Si jamais tu t'ennuies jusqu'à la mort. Non. Bref, voilà. Non, mais par contre, est-ce que toi, tout ça, justement, tu n'as jamais eu envie de continuer au-delà des 3 épisodes que tu as vus, ou c'est juste que tu n'as pas le temps? Ah non, c'est juste, voilà, c'est la réponse par défaut, c'est juste que j'ai pas le temps. Enfin, ouais. Le gros regret de mon été série, c'est de pas avoir continué les multiples, probablement brillantes saisons de Murphy Brown qui reprend la semaine prochaine sur CBS. Donc, ouais. Avec un hommage à Aretha Franklin en plus dans le premier épisode. Ouais.
Non, mais c'est juste par manque de temps. Mais Ouais. là, le manque de temps est tellement chronique que je n'ai même pas vu les séries entre guillemets incontournables du printemps. Comme voilà, je devais voir Legion, Westworld et Handmaid's Tale. Et je dois avouer que j'ai vu aucune, ne serait-ce qu'une seule seconde des 3 séries que pourtant j'adore, quoi. Donc c'est Ça pose problème. voilà, il y a des effectivement. choix à faire. Ouais, il y a des choix à faire. Ok. En parlant de choix, je sais que normalement le quiz je mets à la fin, mais là j'ai envie de le mettre maintenant, avant de faire les recommandations. Est-ce que ça vous va? Eh ben allez, soyons Ouais, fous. soyons fous, je change un tout petit peu le programme. Les amis, c'est le père Fougas. Allez, j'ai une devinette pour vous. Je sais que vous aimez ça. Qu'est-ce qui est petit, vieux et qui vient de se faire dessus? Bon, le quiz cette fois-ci, je n'ai pas traduit dans une autre langue plusieurs fois. J'ai été fouillé, je l'avoue, sur Allociné pour des commentaires sur des séries bien connues. Mais des commentaires que j'ai trouvés soit drôles, souvent des commentaires méchants, hein, parce que c'est ça qui est drôle en fait. Mais pas juste oh, c'est nul, voilà, mais c'est la tournure des phrases, avec ou sans les fautes, qui m'ont fait beaucoup rire. Et donc j'en ai 5. Pardon. Voilà, j'en ai 5, il faut retrouver la série. C'est pas compliqué. Mhm. Ce sont des séries récentes, pour la plupart. Je me suis dit je vais commencer un peu facile, parce que je verrai pour la suite, j'ai déjà une collection de commentaires bien cons. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, si je vous dis complètement débile, genre le mec, il opère un foie sur l'autoroute, urgence au rabais, une série digne de la qualité de la chaîne TF1. The Good Doctor. Oui. Et je... Attends, j'aurais dû prévoir que ça allait être aussi facile. Ouais. Oui, non, non, Le fait que ça soit TF1, j'étais parti déjà sur les séries médicales. Voilà. Ah bah, de toute façon, sur TF1, elles y sont presque toutes, donc... j'y dis bien presque. Bon. Moi, je parlais des séries genre françaises TF1, quoi. Ah oui, ouais, non. Là, ce sont des séries américaines, comme ça, vous le savez. Alors, Elodie, tu marques un point. Wouh. Wouh. C'est une Woo Girl. Pour ceux qui ont la référence. De la basse dans la voix. Wouh. Wouh. Alors, attention. Un casse préparé pendant 5 mois, mais dont les auteurs ne sont pas fichus de tenir le plan pendant plus de 3 heures. Casa del Papel. Oui, c'est ça. Et alors, attention à la suite. Une flic qui s'occupe plus de ses problèmes perso et de papoter avec un inconnu au resto du coin, plutôt que de négocier avec les preneurs d'otages. Tu parles d'un chef-d'œuvre. Ah, j'aime beaucoup. J'adore ce commentaire. Alors, là, par contre... Mediapart, en fait. C'était le lecteur de Mediapart qui suit les prises d'otages et comment ça se passe. Ouais, effectivement. C'est exactement ça. Mais il s'est retrouvé sur Allociné, il va savoir pourquoi. Alors, attention, là, il y en a 2. Parce qu'elles sont très courtes, mais je les trouve très drôles. Alors, surtout que le gars, le premier, on sait pas s'il il est tout à fait d'accord avec lui-même. Une histoire dans une époque du Moyen-Âge. Le risque de faire ça, c'est qu'on s'ennuie. Dommage, le scénario était pas trop mal. Non, je passe à la suivante. Ouais. Cette série est nulle, archi nulle. Tous les gens qui mettent des bonnes notes sous signe des pseudo-arts, alors sous signe de pseudo-art, ouais, c'est très difficile à dire, aiment seulement les scènes pornographiques. Des Kings. Non, c'est pas loin, mais... Ah bah alors là, je suis largué. Franchement, non, c'est vachement imprécis, en fait. Ouais. Scènes pornographiques, Moyen-Âge... Game of Thrones. Oui. Ah. Mais c'est... Ouais. Ouais, c'est une série nulle, archi nulle, que les gens mettent une bonne note pour le signe de pseudo-art, parce qu'ils aiment seulement les scènes pornographiques. J'adore ça. C'est pas faux. T'as entendu quelle était la... C'est quoi la réponse? Game of Thrones. Game of Thrones. Ah. Et maintenant tout fait sens. Ah ouais. C'est vrai que celle-là est un peu plus dure. Attention, la suivante. Ça commence par un LOL avec un point d'exclamation. On n'a qu'une envie qu'il fasse une overdose pour ne plus jamais le voir dans une série. Mais malheureusement, notre calvaire continue encore et encore de saison en saison. Dr House. Non. Ça aurait pu. Qu'il fasse une overdose. Un indice sur votre écran apparaît.
Non, ça marche pas. Je crois qu'il va falloir qu'on te réexplique comment ça marche un podcast. Oh, mais j'ai la vidéo. Mais faut jamais être en plus. Tu n'as rien dit, donc non. Non. Vous donnez Non, vous donnez votre langue au chat. Mais qu'il est drôle. Ah oui. Alors, je vais donner la langue au chat. Non, ce n'est pas Légion. Si je fais encore une réponse mauvaise, je donne la réponse. Attention. Non, personne. 1, 2, 3. Ah, si, c'est Ivor. Breaking Bad. Oui. Ah, ok, d'accord. Eh ouais. Ah, c'est... Ouais. Alors là, par contre, celle-là, après, c'est ma préférée. Mais vraiment, je pense que j'ai jamais autant ri sur un commentaire. Ok. Mais qu'est-ce que c'est que cette série ? Il se passe rien. Seulement des meufs qui chialent et qui chialent. Les costumes sont c'est Girls. Les costumes sont complètement pourris. En plus, je déteste la couleur rouge. C'est pour vous dire. Non, vraiment. Handmaid's Tale. Wow. Et, attention. Attends, donc, je déteste la couleur rouge. C'est pour vous dire. Non, vraiment, j'ai perdu mon temps. Je préfère aller chasser. Bien joué. Alors, j'adore les arguments des meufs qui chialent et qui chialent, et en plus de ça, je déteste la couleur rouge. Allez, je vais chasser. Moi, j'étais parti sur Sex and the City, quoi. Donc, Ah ouais, mais ça aurait pu. Ah ouais, ça aurait pu. Ouais. C'est un peu l'équivalent de je vous emmerde et je rentre à ma maison, c'est je vous emmerde et je pars chasser. Alors là, par contre, je sais pas si le gars est sérieux ou si c'est du second degré. Ok. Parce que le je préfère aller chasser m'a un peu mis l'anus à l'oreille. Voilà. J'adore ce commentaire, je pense que je vais l'encadrer. Toi, c'est... voilà. J'avoue qu'il est T'as fait quand une même, capture d'écran de ce truc ? Ah, mais tu le trouves sur Allociné, hein. Non, je pensais que t'as... Non, ouais, ok. Je vais essayer d'aller faire une capture d'écran tout à l'heure. Ah oui, tu vas sur Handmaid's Tale sur Allociné, tu prends, c'est dans les commentaires à 1 étoile, même pas, là. Et ah oui, non, c'est... Je crois que c'est même dans les premiers, j'ai pas dû chercher très 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 loin. Mais ça m'a fait rire, mais à un point, c'est... Ah mais oui, mais tellement il est génial. Non mais comme tu as le compte Twitter des perles de Pornhub avec les titres à la con, tu peux faire pareil avec les commentaires à la con de Allociné. Hein. Ah bah oui, mais c'est ça, c'était mon but. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir s'il y a moyen de faire quelque chose un peu sympa. Et ça va pas me manquer, quoi. Attends, je vais essayer de te la retrouver. 1, 2, 3, 4... Ouais, c'est le 4e. C'est le 4e commentaire. 0,5, nul. Ça a été posté en plus de ça le 8 août 2018. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une personne qui a trouvé ça utile et l'autre pas utile. Je vois un public divisé. Et alors, puis après, t'as des trucs genre, je crois que c'est la pire série que j'ai pu voir devant Sense8, c'est dire, incroyable le nombre de clichés, raccourcis utilisés pour attirer le spectateur, la spectatrice, ridicule au possible. Je comprends absolument pas l'engouement à part l'effet de mode. C'est mal produit, l'héroïne principale n'est pas du tout crédible. Mais, même expression tout le long, passez votre chemin. Là, tu vois, par contre... Dans un régime, non mais c'est ça, c'est ce que l'on apprend en fait, c'est que dans un régime totalitaire et expressif, et oppressif en fait, il faut absolument garder un visage totalement expressif pour voilà. Si tu es joyeux, ben en fait il faut que ça le montre, sinon c'est pas crédible en fait. Donc alors c'est voilà, il y a d'autres commentaires, je suis en train de lire, mais c'est la folie, quoi. Allez sur Allociné, regardez les commentaires. Mais pas trop non plus, parce que sinon j'aurais plus de quoi faire des quiz. Ok, on triche pas, on va pas L'Avatar et Collector, en fait, c'est aussi des Bretons avec leur chapeau. Oui, je crois que c'est de... J'ai l'impression que c'est les deux de la pub Tipiak. Pirate. J'ai l'impression que c'est ça, en plus. C'est que des femmes dans la pub Tipiak, hein, donc ça Ah, j'ai pas bien regardé, mais j'ai juste vu, elle ressemblait un peu, mais enfin, c'est des bigoudens. C'est rigolo. Bref, voilà, ça faisait un petit peu de respiration avant de passer aux recommandations. Ah si, c'est Rocco. Quand j'ai fait pas des paroles, j'ai fait des jingles pour des podcasts. Et voilà. Bon, c'est les recommandations. Ciao.
C'est ma meilleure imitation de Rocco Siffredi, ça. Voilà, je peux pas faire mieux. Alors, niveau recommandation ou recommandation, le pire c'est que j'ai entendu ce mot-là. Je vous recommande. La personne prononce très très mal recommande et j'ai rigolé tout seul parce que je pensais à Rocco, quoi. C'est assez affreux. Tu as, Elodie, niveau recommandation, tu as pris The First. Oui, alors ok, il y a des fusées, mais pas le même genre de fusée. Alors, The First, The Last, My Everything. Bon, qu'est-ce que c'est The First? Eh bien, The First, c'est le blockbuster de rentrée de chez Hulu. Qu'est-ce que ça raconte? Non, c'est Hulu. Oh, c'est bien, c'est Hulu. Hulu. Parce que Hulu, il n'y a pas de I, Y. Hulu. Ça fait chanson de Richard Gottener. C'est beau. Il est où? Le Hulu. Oh mon Dieu. Oh là là, je suis avec des vieux. Ah oui. Alors, oui, donc The First, ça chronique l'histoire du premier équipage envoyé pour coloniser Mars. Au casting, on va retrouver Sean Penn dans le rôle de Tom Haggerty. C'est un ancien astronaute qui maintenant est plus dans la logistique et qui va s'occuper de l'entraînement de l'équipage. Excuse-moi. Et on va aussi... T'inquiète. Un Tom Haggerty en vaut deux. Wow. Oh là là. Bon voilà, continue. Tu vas te mettre à écrire des commentaires sur Allociné si tu continues comme ça. Tout à fait. Au casting, on voit aussi Natasha McElhone qui jouait la femme du président dans Designated Survivor dernièrement. Et elle sera Laz Ingram, c'est la directrice du centre spatial. Et pourquoi que cette série qu'elle est trop bien et qu'il faut la regarder? Eh bien parce que j'en suis au 4e épisode. Enfin, j'ai regardé le 4e épisode hier soir. Et ce que je peux en dire, c'est que déjà, le casting est impeccable parce que, Sean Penn, quand même, c'est pas rien. Que le mec est, je sais pas quel âge il a, mais il est vachement plus en forme que moi. C'est un peu triste, mais voilà. Le mec fait quand même des haltères sous 3 mètres de profondeur de flotte, ce qui c'est du peu. C'est déjà pas mal en fait, des haltères et voilà. Oui, désolé. Bon, bref. Et que les personnages, surtout, ils sont très soignés, puisque en fait, on va nous montrer des personnages qui sont formidables, qui sont les meilleurs dans leur domaine, des ingénieurs, tout ça, mais par contre, qui souffrent terriblement dans leur vie personnelle. Et on va nous montrer en fait l'enfer de la mission, avec tout ce que ça implique comme sacrifice, aussi bien dans leur vie personnelle que pour certains dans leur vie professionnelle. Ils vont un peu se sacrifier de leur personne pour mettre à bien un projet pour le futur de l'humanité, ce qui est pas rien, faut l'avouer. Non. En plus, on a des plans depuis l'espace qui sont juste magnifiques. Je saurais pas vous dire le taux de CGI et le taux on a pioché dans les archives de la NASA, mais c'est pas dégueu à regarder. Vous pouvez faire votre petit dump de fond d'écran en regardant rien que un épisode, déjà vous pouvez tenir un moment avec ça. Et pas que les plans dans l'espace, parce que de toute façon dans toute la série, il y a une très belle photographie, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi un décompte à chaque début d'épisode qui nous donne le temps restant avant le prochain lancement. Et ça permet de faire pas mal d'ellipses, parce qu'en fait, entre 2 épisodes, il va se passer parfois plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Parce qu'il y a des moments où c'est chiant dans la vie d'une mission spatiale, il se passe rien, donc ça permet aussi de faire passer l'action sans pour autant qu'on soit dans le compte à rebours façon 24. Parce que la série c'est pas une série très rythmée, mais c'est pas chiant non plus. Il se passe des trucs, mais c'est pas la course contre la montre, quoi. Déjà en un seul épisode, en plus on voit vers où on va. On peut même imaginer ce qui va se passer dans une potentielle saison 2. Oui, vers mars. Non, mais c'est parce que j'essaye de parler de la série sans spoiler, parce que à la fin du premier épisode, il se passe un truc quand même assez important qui fait que... Mais bon, je veux pas vous le spoiler, c'est quand même, ça serait dommage. Et donc c'est déjà bien de savoir... Parce que, ok, on va vers Mars, mais si c'était juste ça, bon bah ok, cool. Mais bon, là, il y a quand même des vies en jeu. Donc voilà, la série est super bien dosée entre l'action principale et entre toutes les histoires secondaires qui s'intéressent à chaque personnage, puisque même si on s'intéresse beaucoup à Tom Haggerty, il
il a quand même une histoire pas folichonne. Sa femme est décédée, sa fille le déteste un peu pour ça, elle est tombée dans la drogue, mais maintenant ça va mieux et tout ça. Enfin, tout est très bien dosé, c'est très beau, c'est pas chiant du tout comme on pourrait La fille avec l'imaginer. la drogue, ça c'est pas bien dosé. Elle est toujours vivante, donc ça va. Vraiment, je vous conseille de regarder The First. Ça se regarde assez rapidement. Il y a, je crois, 8 épisodes qui durent... c'est des épisodes de 52 minutes. Donc oui, ok, c'est du 52 minutes. Oh, mais ça se franchement... regarde rapidement, 8 heures. Non, ouais. mais oui, mais d'accord. Mais franchement, j'ai de plus en plus de mal avec le format 52 minutes. Oui. Et pourtant, devant cette série, tu vois pas le temps passer. Mais vraiment. Bon, c'est une bonne chose. Est-ce que c'est diffusé quelque part en France ou c'est que sur Hulu? Mais oui. Où ça donc? Mais vas-y. Où ça? Je Sur te laisse OCS, dire. Sur OCS dès le 9 octobre, et en plus, comme sur Hulu, il y aura toute la saison disponible à la demande le D'un soir coup. de la diffusion du premier. Voilà. D'un coup, Hulu. D'un coup, l'eau. Ok, Puis d'un ça coup. fait- Un coulo. Ok. Boire au coulo. Boire au coulo. Toujours boire un coulo parce qu'après on se déshydrate. Bon, moi de mon côté, c'est aussi une série qui prend son temps, mais où il se passe quand même pas mal de choses, qui dure 8 épisodes aussi. Tiens donc. Mais par contre, ça dure entre 25 et 32 minutes par épisode. Et ça s'appelle Forever. Ce n'est pas la série Forever avec le flic qui est mort, mais qui, voilà, qui date de je sais plus quelle période, mais c'est sur Amazon Prime. 3 ans, c'était il y a 3 ans. Voilà, il y a 3 ans. J'ai l'impression qu'il y avait plus que ça d'ailleurs. Donc, bon, bref. C'est une série sur Amazon par les créateurs de Master of None, donc Alan Young et Matt Hubbard, et produit et joué par principalement Maya Rudolph et Fred Armisen. Et j'avoue que moi, j'ai déjà vu Maya Rudolph et Fred Armisen parce qu'on n'en entend pas parler non plus hein, cette série-là, parce que Amazon Prime, c'est le France Télé du service VOD. Ils font de la pub nulle part. Ils C'est ont plein de clair. trucs très cool, mais on n'en sait rien du tout. Bah alors de temps en temps quand tu vas sur Amazon, t'as la bannière avec hey, il y a ça qui vient de sortir, mais Mais non. Bref, moi je vois ces deux acteurs-là que j'aime beaucoup. Je fais ah tiens c'est cool, puis je vois que c'est les créateurs de Master of None. Je fais ah tiens c'est encore vachement plus cool. Et ça se ressent parce que dans la façon d'être filmé et raconté, on a un petit côté comme ça justement, un petit peu feel good mais pas trop. Un peu doux amer, cynique, mais surtout avec une photographie juste magnifique. Et de quoi ça parle Forever, en fait, ça parle de Oscar et June, donc les deux acteurs que je viens de citer. Ils sont mariés depuis des années, et tout va bien pour eux. On le sait d'ailleurs dès le premier épisode, on voit une espèce de petit montage qui montre que leur vie va très très bien, qu'ils sont très heureux. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, au bout de pas mal d'années, il y a de l'amorosité qui va s'installer et June, elle n'a pas envie cet été d'aller là où ils vont d'habitude, hein, au bord du lac, et elle dit on va changer un petit peu, tiens, on va aller faire du ski. Et ben voilà, cette histoire de changer les habitudes, ça fait que je ne dirai rien de plus parce que sinon ça va spoiler. Il va se passer quelque chose qui va changer totalement le cours de leur vie, aux deux. Donc il faut savoir que dans les deux premiers épisodes sur 8, il se passe pas mal de choses qui font que ça change tout. Et dès le troisième, là, la série part dans une toute autre direction. Et ça nous parle vraiment... Ça change absolument tout. Et ça nous parle, en fait, dès le départ, on sait de quoi ça va parler. Et ça parle vraiment... Ça nous parle de l'ennui, ça nous parle du quotidien, de la répétition, des personnes qui ont des regrets, ça nous parle d'un peu de tout ça, et franchement, ça se regarde, mais alors très très facilement, ça se dévore, et il y a un épisode, c'est d'ailleurs le seul épisode où les deux acteurs principaux, on ne les voit pas. On est un peu ailleurs, on est sur une autre histoire un peu parallèle qui se passe sur plusieurs années. Et c'est un épisode qui est totalement choquant et qui, quand tu as fini l'épisode, comme pas mal de bons épisodes comme ça, te fait penser, te fait réfléchir un peu à ce que tu viens de voir et te fait te projeter en fait dans
dans ce que tu viens de voir et comment toi tu gères ce genre de situation. Et c'est un peu ce qui se passe avec la série qui, au bout de 8 épisodes, se termine. Très franchement, il pourrait faire une saison 2, mais je vois vraiment pas l'intérêt. Donc voilà, vraiment, faut vous retenir là-dessus que on a un début, on a une fin qui est ce qu'elle est, qui est un peu ouverte. Mais voilà, c'est vraiment un truc très cool. Les musiques sont vraiment super belles, c'est bien filmé, c'est bien joué. C'est autant touchant que drôle, donc c'est ce que moi je vous conseille sur Amazon Prime. C'est disponible depuis vendredi dernier en fait. Voilà. Je sais pas si quelqu'un d'autre ici a regardé, a commencé. Non, j'avais vu passer le teaser quand t'étais sorti, puis je t'avoue que c'était complètement tombé dans l'oubli, quoi. Ouais, mais c'est ça le problème. Malheureusement pour toi, tu tombes face au mec qui a vu la série avant toi et qui ne pouvait absolument rien dire jusqu'à la date de sortie, puisque le twist que tu as dit ne m'achète pas. Et donc je suis maintenant connu sur Twitter comme le rageux qui a détesté Forever et ne veut qu'absolument personne ne le regarde pour qu'elle soit annulée. Mais voilà. De toute façon, très franchement, je pense que elle aurait qu'une seule saison et qu'elle est annulée. Très bien. Moi, j'ai eu mon histoire, j'ai eu ma petite série avec une histoire qui m'a raconté un conte que j'ai vraiment. Raconte rien. Pour moi, justement, c'est ça. À part le 6e épisode. Ah non, mais c'est le gros souci. C'est une des rares séries que j'ai vues cette année où j'ai eu envie de me rebeller contre les créateurs, en fait. Ah bon. C'est-à-dire que les créateurs, ils nous amènent dans un territoire qui, on va pas se mentir, de la manière dont c'est fait, c'est original. De la manière dont après, ça change la vie des personnages, c'est original aussi. Mm-hmm. Fondamentalement, les personnages se comportent de la même manière avant que après. Et quelque part, moi, c'est pas que ça m'a touché, c'est que non seulement Maya Rudolph, je la trouve totalement utilisée à contre-emploi, c'est-à-dire que son truc, c'est bon, c'est voilà quoi. En fait, c'est une comédienne qui est super douée, y compris dans le drame. Mais ça, moi, le truc, c'est que on le savait auparavant. Enfin, on dit waouh, Maya Rudolph, elle est géniale en actrice dramatique, mais Maya Rudolph, elle est géniale. Un point, c'est tout. Le truc, c'est que c'est pas suffisant. Il y a rien dans l'écriture de la série et dans ce couple-là qui est suffisant pour que je me dise ouais, il fallait suivre ces deux personnages. Et donc la raison pour laquelle j'ai failli me rebeller, c'est qu'on arrive à l'épisode 6 où on suit deux personnages qui sont totalement différents. Oui. On apprend qui ils sont. On apprend que les relations qu'ils ont avec leurs proches, on apprend leur monde, on apprend leurs aspirations, il y a une alchimie qui se forme en moins de 5 minutes parce qu'il y a beaucoup de longues séquences, et je me suis dit, ça y est, tu parlais de Master of None, j'ai dit, ça y est, j'ai retrouvé les mecs de Master of None qui se posent des questions, qui ont étudié les relations de leurs congénères et les relations humaines, etc., qui savent quoi écrire, qui savent les problèmes qui se posent dans les relations, comment les dramatiser, etc. Moi, j'ai retrouvé les mecs qui ont fait Master of None et j'ai dit, mais voilà, mais c'est ça qu'il faut faire, c'est ces personnages qui arrivent. Et après l'épisode suivant, tu reviens à ta série avec deux personnages qui sont chiants, où je suis pas vraiment sûr qu'ils s'aiment. Je vais être sincère, je suis pas vraiment sûr qu'ils s'aiment. C'est-à-dire, c'est un des arcs de la série d'ailleurs. Et c'est ça. Et je me suis dit, en fait, c'est des personnages qui existent pour que les mecs les téléspectateurs avec une vie qui sont un peu chiantes, mais qui est un peu trépidantes, etc. Ils se reconnaissent dedans, ils se reconnaissent dans leurs petits problèmes de couple, ils se reconnaissent dans leurs petits problèmes de voisinage, et puis voilà. Et je finis la série, je me suis dit, mais en fait, c'est ça cette série high concept, en fait, dont il fallait surtout rien dire. Et en même temps, ça m'a vraiment posé un problème, quoi. En même temps, il faut absolument rien dire. Moi, je suis bloqué parce que je peux pas dire le twist parce que ça fait partie de la découverte. Donc après qu'on apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas, ça fait quand même partie de la découverte. Moi, j'ai été vraiment touché par ce qui a été raconté, par la façon dont c'est raconté, le rythme qui est utilisé, même
les deux acteurs, à part une qui m'a saoulé, qui a le rôle de Case. Voilà, c'est vrai qu'il y a des choses, avec le recul, je me dis c'est dommage qu'on n'ait pas eu voilà, des réactions du côté des amis, des proches, un peu plus comme ça. C'est vrai que c'est peut-être une série qui aurait mérité peut-être un ou deux épisodes de plus pour peut-être Même encore pas, plus... moi, même les personnages secondaires, je vais dire un truc, les personnages secondaires qui sont présentés, notamment, donc il y a un skater qui est le meilleur ami du personnage d'Oscar, qui nous est présenté, qui arrive très vite. Mais moi, je l'ai trouvé totalement fade. Enfin, les répliques, là, même ce qu'on lui fait faire ou ce qu'on lui fait vivre, je me suis dit, mais enfin voilà quoi, qu'est-ce que j'en ai à foutre du mec, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ses problèmes de voisinage, voilà, quelle série, enfin c'est ça, quelle série je suis en train de regarder et en fait qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire avec ça quoi. Et à la fin, je suis arrivé à la fin de la série et j'avais aucune idée à part cet épisode 6 où je te rejoins totalement parce que pour moi c'est un des meilleurs épisodes de l'année, c'est bouleversant, c'est bien écrit, c'est bien joué, ça nous montre des personnages qui sont différents, avec des problèmes qui sont différents qu'on ne représente pas à la télé et c'était ça et je me suis dit tiens voilà, c'est les mecs de Master of None qui ont des idées qu'ils n'ont pas pu faire dans Master of None parce que voilà, Aziz Ansari il est dans le programme de protection des témoins, voilà quoi donc. Ouais. Mais là, c'est... non, franchement... Enfin, après, encore une fois, qu'on n'aime pas pour ce genre de choses-là, je pense que c'est... J'y ai trouvé des choses, je pense qu'on y trouve tous plus ou moins des choses, ou voire pas du tout, et moi, j'ai totalement accroché, je pouvais pas décrocher. Je dis juste, ouais, la fin me semble un peu expédiée, et le fait que tu demandes s'ils s'aiment ou s'ils s'aiment pas... Bah, il y a des réponses, l'utilité du pote skater, bah, ouais, il y a aussi quelques réponses, il y a quelques petits trucs, c'est peut-être parfois trop subtil, peut-être. Trop subtil, trop mélangé dans d'autres choses, mais il y a quand même, il y a de la matière, derrière. Enfin, en tout cas, c'est tout à fait, encore une fois, ce n'est que mon avis. Moi, je suis d'accord. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Enfin, c'est pour ça que j'étais pas repris. Enfin, j'ai pas réagi sur les autres trucs que tu as soulevés. Enfin, moi, je trouve la réalisation très belle. Je trouve que ce soit Alan Yang ou Matthew Baird, enfin, tous les gens qui sont impliqués dans cette série, ils ont étudié la manière dont c'est conçu. Tu penses qu'ils auraient pu mieux faire, quoi, que la promesse. Ah, moi, c'est tout à fait. Enfin, moi, je vais dire un truc, c'est des dramédies chiantes qu'on se tape dans le cinéma français. Ah ouais, pour moi, c'est exactement ça. Ça serait, je sais pas, une comédie avec Gilles Lelouch et Isabelle Carré, etc., qui sort au cinéma avec leurs problèmes de couple à la con, dont on se fout, et à la fin elles divorcent et puis on sort de la salle. Pour moi, ça c'était l'équivalent, quoi. Enfin, moi j'ai vécu un calvaire parce que toi les choses que tu y as vues, tu penses que c'est trop subtil, etc. Moi, je pense que c'est une série qui a certes, qui a été étudié tout ça, mais qui a aucun poids. Pour moi, qui a aucun poids. Les trucs qui ont un poids dans ce qu'ils disent du mariage, de la relation, de comment faire durer une relation pour toujours ou de manière pérenne, puisque voilà, c'est le titre de la série, ça s'appelle Forever. Ils ont des trucs à dire, mais soit ils arrivent pas à le communiquer, soit quand ils le communiquent, c'est des trucs où moi ça me laisse totalement insensible, mais totalement. Ouais. Ah, je peux comprendre, mais je sais pas, c'est un sujet ou une façon de parler du sujet qui m'a directement touché, droit, right in the feelings, quoi. Vraiment, il y a pas d'autre mot, c'est bref, je pense que ouais, c'est peut-être un truc qui va diviser. C'est loin d'être le seul. Il y a la moitié des gens qui ont découvert la série ce week-end qui ont adoré, et l'autre moitié qui a détesté. En fait. Ah oui, mais c'est ça, c'est une série clivante. Hein. Ouais, c'est une série clivante, ouais, c'est ça. C'est en gros, il y a beaucoup de séries comme ça où c'est soit ça va par rapport à ton vécu, ça va te toucher, soit par rapport où ça va pas du tout te toucher parce que voilà, parfois tu t'attends à quelque chose d'autre ou mieux, ou t'en attends plus des créateurs. C'est vrai que si tu la regardes sans savoir que c'est ceux de Master of None, tu as un doute quand même que c'est eux, parce que ça, niveau de la façon dont c'est filmé, etc., si c'est pas eux, c'est très proche, même à la limite c'est proche aussi de Flake, c'est ça oui, Flake avec Will Arnett. Voilà, ça en est très proche aussi.
Ouais, c'est quelque chose qu'il faut essayer et je sais pas si ça va parler évidemment à tout le monde, quoi. Moi, en tout cas, c'est directement, dès le premier épisode, ça m'a touché, même dès les premières secondes. Je trouve le montage des premières secondes avec la musique jazz juste magnifique. Et c'est vrai que l'épisode 6... Et par contre, l'épisode... Non, mais même dans la façon dont par rapport, quand tu le reprends après... Ça raconte rien, enfin, tu apprends rien de plus. Moi, je pense sincèrement que le reste du premier épisode nous apprend rien de plus sur la relation entre Oscar et June que ce qui est montré dans les premières minutes. Mais justement, parce qu'il y a... Je veux l'aimer, cette série. Il y a justement, je pense qu'il y a justement rien de plus à savoir, parce que il y a ce côté de l'ennui du quotidien, donc en fait, c'est justement des personnes qui sont très très routinières et je pense que c'est comme ça que c'est bien montré, justement, c'est le côté routinier. Bon, en tout cas, c'est ce que j'en ai Oscar, ouais. Enfin, Oscar, c'est vraiment ce qu'on te pose. C'est vraiment le mec qui a ses petites habitudes, etc. Sauf que tu sais pas si c'est des petites habitudes ou tu sais pas si c'est vraiment lui. Enfin, aussi, on dit, bah, tiens, on va montrer un mec qui est accroché à ses grilles de Sudoku et comme ça, voilà, les gens qui comme ça, voilà, ça va le rendre attachant. Ou si c'est juste parce que c'est joué par Fred Armisen, que voilà, du coup il est attachant parce que c'est lui, quoi. Ouais. Un point c'est tout, un point c'est lui. Ouais, c'est ça peut-être, mais enfin voilà. En tout cas, je laisse en tout cas. Je vais citer Zazie en fait. C'est une citation Zazie. Ouais, j'ai bien compris. En tout cas, voilà, c'est une série qui est clivante. Je sais pas si d'autres personnes l'ont revue ici. Bon, je vois le côté, il y a qu'un seul Forever. Cécile serait d'accord avec moi. Non, c'est vraiment ça. Non, je mets, même si j'ai détesté la série de tout mon être, sauf un épisode, je mets quand même ce Forever au-delà du Forever avec Jon Grosset quand même. Ouais, c'est pas un procédural, hein, c'est quand même au niveau qualitatif, on est au-delà. Bref, est-ce que toi tu as une recommandation ou pas ? 3 fois mieux réalisé déjà, rien que nos niveaux réalisation, c'est déjà, il n'y a pas de comparaison. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu avais une recommandation de ton côté ? Non. Et moi, j'aurais bien voulu, d'ailleurs, je pense que je vais le faire, même sight unseen, comme diraient les jeunes. Je vais vous recommander American Vandal saison 2. Ah bah oui, si. Sur Netflix. J'aurais voulu discuter plus en détail, mais malheureusement, voilà. Oh là là, ce mystère. Ouais. Non mais c'est vrai qu'American Vandal, déjà avec la première saison, c'est un petit truc à voir quand même. American Vandal, sinon Netflix va l'annuler, je vais être très frustré et très dépressif. Ce serait triste. Ce serait très triste. Triste. Très triste. Effectivement. Très triste. Ah oui, c'est avec les blocs, tout ça, c'est bien. Bref. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. L'émission touche enfin à sa fin, pour certains, parce que je pense qu'ils ont dû trouver ça très long. J'avais pensé qu'on aurait été plus court, mais voilà, je pense qu'il y a de la matière. C'est bien, il y a de la matière à rechercher. Ça va être difficile pour moi d'extraire des choses de tout ça, mais je vais y arriver. En tout cas, merci à vous deux de m'avoir accompagné ce soir. Mais merci à toi. Et d'avoir débattu de choses auxquelles je ne m'attendais pas forcément à débattre ce soir, mais donc un peu pris au dépourvu, mais c'est toujours sympathique. Merci à vous d'avoir écouté. J'espère que ça a bien fonctionné niveau technique avec la possibilité d'écouter sur 3 canaux différents. La semaine prochaine, si tout va bien, parce que c'est assez compliqué de trouver des dates, on devrait parler des talk shows, des late night et ce genre de choses très 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 américano-américains. Oui. Si tout va bien. Un dernier mot pour la fin ? Alors Florian, un dernier mot pour la fin. T'es triste ? Non, Matt Pooper, hein. Regardez American Vandal, donc voilà, Matt Pooper. Putain. Elodie. Jacqueline Sauvage. Non. Faut pas. Et moi, je dirais Tetris. Juste pour la blague. Allez, on vous souhaite à tous une... C'est très belge. Pardon ?
C'est très belge comme conclusion. Oui, c'est très belge, effectivement. C'est très belge du côté bruxellois, de très lointain, donc c'est même pas belge à 100%. Bref. Pas comme un compte. Voilà. Bonne soirée, bonne écoute, bonne série, et surtout... Bonne Jovi. Ah, tu me strikeras pas. Bon, on a gavé la chatte. Bonne nuit à tout le monde. Nous, on s'en va, on va dormir.